Bonjour tout le monde. Je m'appelle Carrie Thibodeau, directrice nationale des programmes des politiques publiques à la Fondation canadienne du Rhin. Bienvenue à la dernière séance du Forum 2025. N'oubliez pas que les informations communiquées dans la séance ne constituent pas un avis médical. Nous vous recommandons de consulter votre médecin au sujet de votre situation personnelle. C'est maintenant mon honneur de laisser la parole à ma collègue, la directrice de la recherche. Merci, Carrie. Je suis ravie de vous présenter notre premier intervenant, Dr. Manish Sood, néphrologue à l'hôpital d'Ottawa, professeur de médecine et d'épidémiologie à l'Université d'Ottawa, scientifique principal à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche du département de médecine sur la santé et le bien-être. Il a complété son baccalauréat à l'université Carleton et Lancaster au Royaume-Uni, puis il a suivi une formation en médecine interne et en néphrologie à l'Université de Toronto. Il a commencé sa carrière en tant que néphrologue clinicien à l'hôpital de Saint-Boniface à Winnipeg au Manitoba et a été recruté à Ottawa en tant que le premier titulaire de la chaire de recherche sur la prévention des maladies rénales, un poste qu'il occupe depuis 10 ans. Jusqu'à maintenant, il est l'auteur de plus de 300 articles de recherche. Il a supervisé plus de 40 stagiaires de recherche et a donné plus de 100 conférences portant sur l'épidémiologie des maladies rénales chroniques, la pharmacoépidémiologie et la santé des médecins à l'aide de données massives, Big Data. Il a reçu de nombreuses subventions des Instituts de recherche en santé du Canada, de la Fondation des maladies du cœur du Canada et de la Fondation canadienne du Rhin. Il a siégé au comité exécutif de la Société canadienne de néphrologie en tant que secrétaire trésorier de 2019 à 2024 et il a fondé le Canadian Journey of Kidney Disease and Health et de 2015 jusqu'à 2024. Bienvenue, Dr. À vous la parole. Merci pour la présentation. Je suis ravie d'être ici et d'avoir l'occasion de parler à tout le monde aujourd'hui. Je vais parler au sujet de la recherche sur laquelle on travaille, qui est financée par la Fondation canadienne du Rhin et qu'on va regarder, c'est se demander comme question, c'est est-ce qu'on peut prédire et prévenir la maladie rénale chronique? Je n'ai pas vraiment de conflit d'intérêt au sujet de ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, voici un plan de ce que je vais vous parler aujourd'hui. On va revenir à la base. On va parler de quelle façon, quelles sont les définitions. On va regarder pourquoi est-ce qu'on a besoin d'outils pour prédire la maladie rénale chronique. Je vais vous parler d'un outil que l'on a développé avec mon équipe de recherche. Et finalement, je vais terminer en disant, est-ce qu'on peut prévenir la MRC et est-ce qu'on doit trouver une autre définition comparativement à celle qu'on utilise présentement? Commençons par le début. Plusieurs d'entre vous le savent. On détermine si vous avez des problèmes ou des maladies de rein avec un test sanguin ou un test d'urine très commun. Le test de sang, c'est très utilisé très souvent et ça mesure un élément dans le cœur, dans le sang et dans le fond, c'est la glomérulaire qu'on mesure. Et il y a beaucoup de différences d'une personne à l'autre pour ces mesures. Et la façon que les néphrologues utilisent ces valeurs, c'est qu'ils utilisent pour savoir comme si une personne, comment est-ce que les reins fonctionnent, on utilise le DFG. Et parfois, c'est utilisé en tant que pourcentage. On dit, ah, ton rein fonctionne à 50%, par exemple. Comment définit-on la maladie rénale chronique présentement? C'est des directives présentes qui sont suivies par les néphrologues partout au Canada pour le moment.
Alors, on définit, la définition, ça inclut différentes étapes. Et comme je l'ai mentionné, c'est relié au DFG. Alors, si on, dépendant de, du niveau de DFG, ben, c'est là qu'on détermine si une personne souffre de ces maladies. Et cette diapositive démontre que si il y a un DFG de moins de 60, c'est la façon la plus commune qui nous permet de déterminer si une personne souffre de cette maladie pour le moment. Alors, en sachant cela, on va utiliser un petit peu de clairvoyance afin de voir est-ce qu'on peut déterminer et est-ce qu'on a besoin d'outils pour déterminer pour prédire la maladie chronique rénale? Moi, je dirais que oui. Et la raison pour ça, c'est que pour les gens pour le commun des mortels, il y a trop peu de sensibilisation à la MRC. Parce que souvent, c'est asymptomatique ou c'est silencieux. Les gens disent, ah, ben, ça me surprend que j'ai ça parce que j'ai pas de problème de dos. Et peut-être qu'on n'a pas fait un bon boulot pour expliquer que les maux de dos, c'est très rare pour les maladies chroniques. Et les gens qui sont au stage 2, il y a moins de 6% qui sont au courant. Même les gens qui sont au stage 3, il y a environ 10% des gens seulement qui sont au courant. Alors, il faut faire un meilleur boulot en tant que médecin spécialiste des reins pour accroître la sensibilisation. Et si les gens sont au courant, ils vont demander davantage les tests nécessaires, ils vont avoir des conversations, ils vont chercher les informations. Et ça fait en sorte que les gens sont davantage au courant, sont mieux outillés. Il y a des études dans lesquelles on demande aux gens et les patients et les médecins, on dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et il y a plusieurs patients qui disent, on veut avoir des informations au sujet du style de vie. Et il y a des études qui démontrent que les études au sujet des l'exercice, le tabagisme, les fruits et légumes, une bonne alimentation, ça peut réduire l'incidence, la possibilité d'avoir des maladies. Alors, cet exercice-là, le fait de rendre les gens plus sensibles, la sensibilisation, une bonne alimentation, c'est des priorités importantes pour prévenir ces maladies. Alors, cela étant dit, comment est-ce qu'on peut créer un pointage ou un outil de pointage pour déterminer les facteurs afin de prédire? Alors, on a créé un outil qui s'appelle Prédire MRC. Si vous avez lu la littérature, il y a plein d'outils pour prédire. Et la plupart d'entre eux, c'est pour prédire le besoin de dialyse ou les problèmes avancés au niveau des reins. Alors peut-être qu'on passe à côté de la prévention. On veut s'assurer que les gens n'atteignent pas cette étape-là. Alors plusieurs outils qui démontrent, qui travaillent avec la fin, les stages avancés, mais pas le début. Très peu d'outils. Les outils présents aussi, ils sont utilisés par les médecins. Alors, je vais vous rencontrer à mon médecin. On va faire des tests sanguins et puis après ça, je vais voir, bon, vous avez 20% des chances de développer ça. Mais il n'y a pas d'outils qui peuvent être mis dans les mains du public et du commun des mortels qui peuvent utiliser ça depuis la maison. Alors, on voulait utiliser quelque chose en utilisant des sondages. Par exemple, si vous allez fournir des renseignements qui sont très connus des gens afin de voir si on peut prédire.
les problèmes de santé. Et la plupart des questions, c'est au sujet de l'exercice, de l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nos questions de recherche ont été développées afin de pouvoir déterminer, de prédire les gens qui ont un score de DFG de 60 ou moins. On voulait travailler avec des gens qui ne sont pas du personnel médical. Et c'est important pour nous d'avoir des données pour développer cet outil-là. Et il y a un sondage canadien que le gouvernement fait à tous les 5 ans dans des groupes aléatoires de Canadiens et ça leur demande des renseignements précis concernant leur style de vie, leurs habitudes, leur alimentation, les exercices, comment ils se sentent. Et on a pris ces données et on a relié ça à des bases de données en Ontario et avec des données pour le DFG. Et ça nous a permis de regarder à plus de 22 000 personnes qui ont complété le sondage et on les a suivies pendant 8 ans afin de prédire combien d'entre elles développeraient des maladies rénales. Notre dernier modèle, ce qu'on a utilisé, c'est au niveau du tabagisme, combien d'alcool les gens prennent, si vous avez le diabète, quand ça a été diagnostiqué, pression artérielle, cancer et tout ça. Alors, il y a des styles de vie, il y a des trucs que la plupart des gens, bon, on est au courant de tout ça, et des habitudes qu'on appelle. Mais on savait que la plupart des gens ne diraient pas ne connaissent simplement pas leur DFG. Alors, on a inclus une question. On a dit, si vous connaissez votre DFG, inscrivez-le ici. Et sinon, ben, l'outil pouvait fonctionner quand même. Alors, on se disait, bon, on va voir combien de personnes connaissent cette donnée. En utilisant cet outil, nous avons développé un, un pointage qui était quand même assez juste afin de déterminer si une personne va développer des problèmes de reins. Aussi, on voulait déterminer si le pointage fonctionnerait à l'extérieur de l'Ontario ou partout sur la planète et on a trouvé des données semblables au Royaume-Uni et nous avons testé l'outil à ce moment-là, à cet endroit-là aussi, mais ça n'a pas fonctionné aussi bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ça sur un site web qui s'appelle projectbiglife.ca. C'est gratuit pour tout le monde et c'est un projet qui a été créé par un de mes collègues et ça permet d'avoir plein de pointages, de prédire combien de temps je vais vivre, combien de sel que je dois manger, est-ce que j'ai des risques d'avoir une maladie cardiovasculaire. Alors, dans le fond, c'est des questions qui permettent de déterminer tout ça. Et on a ajouté maintenant des questions où on voit en bas de l'écran pour les maladies rénales chroniques. Et il y a plusieurs dizaines de mille de personnes qui ont participé afin de voir si on pouvait prédire avec le temps, au cours des années, la possibilité d'avoir développé cette maladie-là. Alors, par exemple, ici, pour ce cas-là, cette personne-là, on disait un tel pourcentage pour au cours des prochaines 10 années. Et on dit, comment est-ce qu'on peut prévenir ça? Alors, cette personne-là faisait pas beaucoup d'exercice, elle buvait un petit peu trop d'alcool, alors on leur a recommandé de faire un peu plus d'exercice et de réduire la consommation d'alcool. Et on voit dans le bas, ça dit, bon, dans les prochains 8 ans, 100 personnes vont développer cette maladie. Et pour vous, c'est 55 personnes qui sont comme vous qui vont développer des maladies de reins. Alors, ça nous donne une idée, ça l'explique aux gens, ça les conseille comment faire un peu plus d'exercice, comment réduire la consommation d'alcool. Et, comme toujours,
ça mentionne que si vous êtes préoccupé, que vous devriez consulter votre médecin. Alors ça, c'était la première partie. Nous avons développé cet outil et on espère que les gens continuent de l'utiliser, qu'ils puissent en apprendre et c'est une superbe façon de travailler, de, de déterminer les risques. Et aussi, on a dit, est-ce qu'on peut non seulement prévenir, mais éviter aussi? Et est-ce qu'on pourrait redéfinir de quelle façon est-ce qu'on regarde les, la maladie chronique? Alors, si on revient à la définition dont je vous ai parlé, à gauche, souvenez-vous, pour les données, c'était plus de 90. Un risque plus élevé, plus faible, c'est 60. Alors, mise en garde, qu'est-ce que votre médecin fait s'il obtient une valeur de 68 ou 68 ou 72 dans la zone entre 60 et 90? Il n'y a pas de recommandation. C'est totalement inconnu. Et la raison pour ça, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe pour les gens qui ont des valeurs de DFG dans cette fourchette. De plus, l'une des raisons principales pour laquelle on ne sait pas vraiment quoi faire, c'est parce que les problèmes de reins, ça augmente avec l'âge. Alors ici, on voit sur le tableau c'est que, bon, le DFG est environ 100 quand on a l'âge de 50 ans ou plus jeune, mais plus on s'approche de l'âge de 80 ans ou 60 ans, ça change. Et puis ça, c'est un peu spécial parce que avec le déclin, avec l'âge, on ne sait pas vraiment quoi faire. Alors, quand on a l'âge âgé de plus de 50 ans ou même 40 ans, mais qu'en est-il des jeunes personnes? Les jeunes personnes ne devraient pas se retrouver dans la zone grise. Alors, les jeunes de 20 et 30 ans devraient avoir des niveaux de 100 et plus. Alors, ce serait vraiment anormal pour une personne dans la vingtaine d'avoir des données entre 60 et 90. Mais ce qu'on fait présentement, c'est que, bon, on ne porte pas vraiment attention à ça parce qu'on ne sait pas s'il y a des conséquences pour les jeunes personnes s'ils ont un faible niveau de fonction rénale. Alors, on s'est penché là-dessus. Et la question qu'on a demandé, c'est pour les jeunes de 18 à 39 qui avaient un DFG entre 60 et 90, à nouveau dans cette zone grise, est-ce qu'ils avaient un risque d'avoir des problèmes de santé sérieux, ce qui signifie problème de rein, problème de cœur ou décès? Alors, quels étaient les événements significatifs? Alors, on a regardé les bases de données en Ontario. Nous avions des données sur environ 9 millions de personnes et on les a placées en groupes de différents âges, 45 à 60, 60 et 70. Et je vais vous expliquer le graphique ici parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus. On voit le risque de développer des complications ou des problèmes de santé. Si c'est 1, il n'y a pas d'augmentation. Si c'est plus bas que 1, vous avez un niveau de risque plus bas. Si c'est plus haut que 1, vous avez un risque élevé. Et aussi, ce que l'on voit sur l'autre axe, c'est le niveau de DFG. Et les participants étaient regroupés en groupes de 18-39 ans, 40-49 ans et 50 à 65 ans. Regardez les lignes. Les lignes sont associées à chacun des groupes d'âge. Et la ligne bleue, les 18 à 39 ans, c'est que quand la fonction rénale baisse de 90, ça commence à augmenter les risques d'avoir ces problèmes de santé. Alors, on peut voir que la ligne bleue descend rapidement. Et ça, c'est pour les 18 à 39 ans. Les lignes orange et bleues et vertes
représentent les groupes qui sont plus âgés. Et on voit que ça baisse jusqu'à environ 70, puis là, ça l'augmente, mais jamais au même point que les 18-39 ans. Alors, ce qu'on en a conclu, c'est qu'auprès des jeunes adultes, le risque augmente si le DFG est inférieur à 90. Et ça semble continuer d'augmenter avec le temps dans cette zone grise. Alors, c'était des hommes et des femmes et c'était cohérent pour tous les groupes. Et ce que les médecins ont fait avec ces données. Alors, si la personne jeune avait des problèmes de rein, est-ce qu'ils allaient avoir un test afin de déterminer si ça s'est amélioré ou pas? Ça, c'est ce qu'on voit à gauche avec les lignes bleues. Et ce qu'on a vu, c'est que même si les fonctions sont entre 60, 90 et 100, il y avait environ 40 de ces jeunes adultes qui avaient des tests. Par la suite, entre 3 mois et 2 ans après. Alors, dans le fond, ça veut dire que 60 n'ont pas eu de test et ils devraient l'avoir vu. Plusieurs de ces jeunes personnes avec des DFG bas, il faut y porter attention parce que ça peut pointer vers des problèmes de reins. Et auprès des 18 à 39 ans, la barre bleue à gauche, même ceux pour qui on s'attendait à ce qu'ils aient des bons résultats, il y a seulement 5 ou 6 qui ont eu des tests. De plus, combien d'entre eux ont été référés à des spécialistes? Très peu, peut-être. 0,3 pour les nephrologues, 1,8 les endocrinologues et 1,9 pour les cardiologues. Alors, on a appris que c'est très dommage, ça peut causer des problèmes pour les personnes qui sont dans cette zone grise-là, entre 60 et 90, et ils ne sont pas référés aux spécialistes. Et on espère qu'avec ces résultats, ça va faire en sorte que les médecins vont être davantage conscients de tout ça et porter davantage attention. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces renseignements? Ce graphique démontre l'âge en bas et les mesures des fonctions rénales sur l'autre axe. Et si on regarde pour 30 ans, il y a des barres des lignes de différentes couleurs. La ligne noire, ça représente le pourcentile de 10 pour les 30 ans. Et on a ajouté tout ça, on a calculé, et ça l'augmente les risques d'avoir un problème à 1,2 ou 12 De plus, en bas, si on regarde la ligne bleue, ça, c'est les 30 des jeunes personnes qui ont un DFG qui est bas. Et ça démontre un risque de 60 Alors ça, c'est un DFG qui est basé sur l'âge. Et on suggère aux médecins d'identifier quand il y a des niveaux de 60-90 chez des personnes âgées. Ce n'est pas normal de retrouver ça chez des personnes plus jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut parler aux gens, on peut leur dire d'adopter de meilleures habitudes, des habitudes plus saines. Aussi, pour la première fois, on veut avoir des interventions précoces pour retarder la progression du traitement. En bas, à gauche, si votre fonction rénale est à 20 et vous utilisez un de ces médicaments, la recherche a démontré que ça va réduire le temps de problème de rein d'environ 1,9 ans, disons 2 ans. Alors, ça vous donne 2 ans
supplémentaires. Mais ça n'a pas été testé, mais potentiellement, si on donne ça à une jeune personne qui a un niveau inférieur, on pourrait leur facilement faire en sorte qu'ils économisent 26,6 ans ou 25 que M. Saoud a mentionné. Alors, je ne dis pas qu'on devrait mettre les jeunes personnes, leur donner des médicaments, mais ce que je dis, c'est que les donner, c'est important et il faut qu'on dise, hey, il y a un problème ici, il faut faire davantage de tests. Alors, pour conclure, la sensibilisation, ça pourrait être amélioré. Et c'est le boulot des néphrologues. Et nous sommes très chanceux d'avoir des partenaires comme la Fondation du Rhin qui partagent le message. Les patients veulent des messages, des idées, des conseils, comment améliorer leur style de vie. J'espère qu'on a créé un outil qui fait en sorte qu'il y a des facteurs de style de vie qui peuvent être utilisés et il y a des facteurs de risque sur lesquels ils peuvent se pencher avec ou sans la connaissance de leur niveau de DFG. Les jeunes adultes dont le DFG est légèrement réduit sont exposés à un risque d'effet indésirable. L'identification et la reconnaissance inciteront à mener des recherches sur cette population. Et nous, c'était la première recherche. Je dirais que c'est la pointe de l'iceberg. Il reste beaucoup de travail à faire. Et les seuils des DFG sur les graphiques, ça pourrait aider à reconnaître. Alors, j'aimerais remercier tout le monde pour votre écoute. J'aimerais remercier la Fondation du Rhin du Canada qui ont été très généreux pour mes 2 projets de recherche. Merci. Merci, Dr. Schultz, pour votre présentation. Aussi, aujourd'hui, nous accueillons Sean. Sean. Sa condition a été déterminée dès les premières semaines de sa vie. Au cours de sa vie, il a reçu 2 greffes de reins de donneurs vivants très généreux. D'abord son jeune frère en 98 et sa greffe la plus récente d'un extraordinaire donneur vivant en octobre 2020. Sean Delaney a plus de 30 ans d'expérience dans le système de santé, notamment dans le secteur à but non lucratif, les hôpitaux, les régions sanitaires, le gouvernement provincial, la Société canadienne du sang et plus récemment l'Alberta Transplant Institute. Au cours des 18 dernières années, il a été directement impliqué dans le domaine du don et de la transplantation d'organes en développant des programmes nationaux pour le partage d'organes entre les provinces, y compris la création du premier programme canadien de don de reins par pair et d'un programme de partage de reins hautement sensibilisé pour partager des reins pour les patients canadiens les plus difficiles à jumeler. Outre son travail professionnel, il est également un fervent défenseur du don d'organes dans sa vie personnelle et s'exprime régulièrement lors de conférences et devant des groupes communautaires sur les histoires et les possibilités pour les gens de s'engager dans ce don de vie qui permet de sauver des vies. Sean, pouvez-vous nous raconter votre histoire? Donc, c'est directement à la pédiatrie. Je suis dans la cinquantaine et je suis papa. Donc, je dois aller loin, loin en arrière pour parler de mes expériences étant adolescent et enfant. J'ai amorcé mon parcours en tant que patient rénal en 1971. Je ne pouvais pas uriner, mon urétère était bloqué, ça l'a pris mon rein gauche ancien est parti de mon rein droit et j'ai supporté le sac. Ça a été renversé plus tard, mais dans les années 70, les greffes étaient utilisées au besoin. Je pense que vous connaissez l'historique des immunosuppressifs. En 1972, peut-être pas.
mais ça avait été une discussion en Alberta. L'Alberta a fait sa première greffe en 1967. C'était une technologie toute nouvelle à l'époque. En grandissant, le docteur Soud, à part avoir le sac sur mon côté, j'avais pas de symptômes. Et je pense que mon DHG peut-être 40 à 55 pendant que je grandissais. Ça l'a pas empêché la croissance. Il était prêt pour des patients. J'avais des suivis réguliers. J'ai grandi entre Edmonton et Calgary et on y allait par train. On avait des trains dans les prairies à l'époque et on avait ligne B qui allait de Calgary à Edmonton. On se rendait jusqu'à Edmonton, on prenait l'autobus et c'est comme ça que les choses étaient faites tout au bout. Donc, on sait mon débit et toutes les valeurs, ça va loin, loin dans le temps. Donc, j'ai eu l'avantage que ça a été découvert tôt. J'ai été surveillé et tout a été fait. Et le petit morceau de mon rein droit a duré jusqu'à l'âge de 27 ans. C'est remarquable. Mais bon, une des indications de base, comme les liens sanguins, certaines choses devenaient sérieuses. Moi, j'aime faire la randonnée, donc je suis parti avec mon frère. On fait une randonnée de 3 jours à Jasper. Euh, pour ceux qui veulent voir sur Google, c'est tellement beau, c'est magnifique dans les Rocheuses ici. Et il y a eu un point où je n'avais aucune idée prédéterminée que je ne pouvais pas faire, mais la dernière ascension jusqu'au sommet de Little Shovel Ass. Et mon frère, j'étais pas capable, mon frère et son ami ont dû me porter dans leurs bras pour atteindre le sommet. Donc, c'est le feeling des symptômes et les choses comme ça qui ressortent pour moi. J'avais 26 ans à l'époque et pour mon frère, c'était sa première indication de comment je vais détériorer. Et c'était aussi le moment où il a décidé de me donner un rein. Entre sa deuxième et troisième année d'études médicales. On a fait ce qu'il fallait, la dialyse. J'ai eu les 20 ans qui ont suivi sont merveilleux. J'ai 2 enfants, 2 petits-enfants aujourd'hui et ce rein-là a aussi détérioré avec le temps. Mais avec les greffes, attendez-vous à faire beaucoup de bilans sanguins. Tous les niveaux sont surveillés. J'étais pris dans le site après 18 à 20 ans, suivant la première greffe, j'ai commencé avec les symptômes. Donc, j'ai fait une recherche plutôt coûteuse pour trouver un donneur dans la famille et mes proches. C'est plus difficile à trouver un match maintenant parce que je suis ou pas sensible. Un grand nombre de personnes se sont présentées pour se faire tester. On a trouvé une dame au hasard qui a fait le match. Et maintenant, c'est génial. J'arrive à 5 ans maintenant avec ma deuxième greffe et mon 5e anniversaire va être le 7 octobre et je vais aller à Santiago pour célébrer et profiter de ce don de la vie qui vaut tout à fait la peine d'être fait. Et ma nouvelle donneur, Brenda, qui pèse 40 à 50 livres de moins. Mon débit est de 74 selon mon dernier bilan. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Une fonction comme ça du rein d'une autre personne. Mais dans la santé publique, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, moi, j'aime le domaine de la prévention. Je voudrais que les gens ne souffrent pas. Si possible, j'adore l'idée d'outils qui peuvent être facilement partagés pour aider les autres.
toute personne qui me connaît sait que je veux me présenter dans toutes les études de recherche parce que je pense qu'il n'y a pas assez de candidats qui sont prêts à participer à cette étape de plus. C'est pas beaucoup, vraiment, mais ça a beaucoup d'influence. C'est très utile aux chercheurs quantitatifs et qualitatifs. Je suis dans une étude pharmaceutique et une étude de cancer, et j'en ai fait d'autres dans le passé aussi. Donc, c'est très important pour moi. Et je suis content de voir des inhibiteurs de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapies qui arrivent. Parce que quand on a passé beaucoup de temps sans de nouveaux médicaments du côté de la greffe, la mise en œuvre, maintenant, ça avance. En termes de prévention, je pense que nous sommes tellement contents de voir le travail qui se fait là, qui est prometteur. Je pense que c'est merveilleux. Je crois maintenant que je vais terminer avec un petit commentaire. À cause de la variété de chapeaux que je porte, je fais partie de plusieurs groupes de focus avec des familles, etc. Et il y a un monsieur à qui j'ai parlé. Il a dit, si ça ne m'était jamais arrivé, pour le mettre plus simple, pour moi, c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec nos outils sur le web, avec les tests de laboratoire, etc., pour ralentir ou même arrêter la détérioration, pour retenir la fonction rénale plus longtemps et avoir des vies plus longues avec la fonction rénale. Merci beaucoup. Merci de votre généreux partage. Maintenant, je vais ouvrir la discussion. Vous pouvez saisir toute question que vous pourriez avoir. Si vous ne l'avez pas fait, saisissez votre question dans la boîte de QR, dans l'outil Zoom au bas de la page. Et notez que nous ne pouvons pas donner d'avis médicaux, peu importe la condition. Je ne vois toujours pas de questions. Ah, il y en a une maintenant. Comment la réduction en fonction rénale comment on peut la ralentir selon le mode de vie? Quel changement à mon mode de vie puis-je faire pour améliorer la fonction rénale? Ah, je pourrais commencer ici, c'est une excellente question. Je vais commencer en disant, malheureusement, les informations ne sont pas tellement bonnes, les données ne sont pas tellement bonnes, parce que c'est très difficile. Vous allez le voir. Vous écoutez la télé et aux nouvelles, on dit les œufs sont pas bons. Le lendemain, les œufs sont pas bons. Ensuite, les œufs sont bons. C'est ça le problème avec les études alimentaires et de mode de vie, c'est qu'il faut les étudier sur un long terme, sur des décennies, pour voir s'il y a vraiment un effet. C'est difficile. C'est pourquoi on a des essais randomisés. Mais randomisés avec des œufs et pas d'œufs, ça devient très difficile. Donc, avec cette préface au défi de ces études, il n'y a peut-être pas les meilleures preuves. Il y a quelques thèmes que nous voyons qui ressortent, les choses qui améliorent avec le régime. Numéro 1, c'est les fruits et légumes. Donc, il faut manger en plus versus les aliments traités. Ça, c'est numéro 1. Il faut diminuer la prise de sel, de sodium, surtout si vous faites une tension artérielle élevée. Ensuite, perte du poids. La perte de poids est énorme. Et il y a plusieurs stratégies sur la perte de poids, à part l'activité physique et des changements au régime. Et il existe maintenant de nouveaux médicaments qui peuvent réduire les complications aux Ozempic, par exemple. Ces médicaments-là existent maintenant pour le poids. Du côté des habitudes de vie,
Numéro 1, c'est le tabagisme et aussi la consommation d'alcool. C'est les deux principaux points. L'exercice, peut-être pas particulièrement pour améliorer ou réduire les problèmes de fonction rénale, mais la plus grande complication avec MRC, c'est la maladie cardiaque. Donc, l'activité physique est la meilleure façon de traiter ça, avec tous les autres bénéfices que l'activité physique peut apporter. Donc, en résumé, il n'y a rien d'excitant, c'est toujours la même affaire. Manger vos légumes, mangez-en pas trop. Et développer de bonnes habitudes de vie, faire de l'exercice. C'est facile à dire et difficile à faire. Bon, Julie, vous êtes en sourdine. Merci, Jean. Merci, Dr. Soud. Nous avons une autre question. Sean, voulez-vous ajouter quelque chose à cette réponse? Non, je pense que c'est pas plus dur que ça. On peut établir nos propres objectifs, que ce soit 10 000 pas dans la journée, mais tout simplement quitter le divan. L'activité physique, c'est pour contrôler le poids. Si vous avez les grands risques comme l'hypertension, le diabète, tout ce que vous pouvez faire pour les contrôler. Et les médicaments comme Ozempic qui aident le diabète pour les amener à une meilleure santé. Mangez bien, faites l'exercice autant que possible. Ben, je ne fais pas toujours ça moi-même, mais faites de votre mieux. Et focussez-vous sur votre bien-être en général. Merci. Bon, j'ai une autre question. Pour les populations de Premières Nations avec la maladie rénale chronique, c'est très important d'en parler. C'est une épidémie d'insuffisance et de maladie rénale dans la population. En grandissant à Ottawa et à Toronto, quand je suis déménagé à Winnipeg, ça a toujours altéré ma vue de ces choses-là. Surtout les défis pour les Autochtones. Donc, c'est une bonne question. Il y a eu des études qui ont été faites, surtout au Manitoba, auprès des communautés autochtones et faire une sélection à travers tout le monde. On leur posait la question dans le questionnaire, avez-vous une maladie rénale, savez-vous? Ils disent non. Et un nombre remarquablement élevé avait des niveaux anormaux de protéines dans l'urine et ça n'aurait pas été trouvé sans la sélection qu'on a faite. Il y a beaucoup d'hypothèses qui est autour de la raison pour ça. On ne sait même pas. Mais je pense que ça a ouvert les yeux de plusieurs pour le risque du peuple autochtone. C'est pas le même, puis on ne sait pas pourquoi. On ne veut pas l'identifier, on ne met pas le doigt dessus. Dans les études que j'ai faites, une en Ontario, on n'a pas la capacité d'examiner ces détails. Mais je conseille fortement qu'en tant qu'Autochtone, en devenant adulte à l'âge de 18, c'est important de faire un test. Allez voir le médecin, faites les tests, les échantillons d'urine, de sang et la tension artérielle. Parce que malheureusement, on dirait que le risque est très élevé. Et nous savons pas pourquoi. Nous avons quelques notions, mais on n'a pas vraiment de preuves. Merci, Dr. Sout. J'ai une autre question. On a parlé beaucoup du tabagisme et de l'alcool. La marijuana, par exemple, est-ce que le THC ou le CBD, est-ce que ça affecte la fonction rénale? Ouh, toutes les questions embêtantes. J'en en savez-vous? Je suis non-fumant. Je suis non-autochtone. C'est une question intéressante. Bon, on va examiner en détail. Donc, le tabagisme.
Le fait de fumer la cigarette cause toutes sortes d'inflammations pulmonaires. Et les cigarettes ou la marijuana peut être mélangée au tabac, donc il y a un problème. Mais supposons qu'on utilise d'autres formes, par exemple les produits consommables. Là, c'est pas clair. Ils ont des effets cardiovasculaires, ça va augmenter le rythme cardiaque. Il faut. Donc, ça peut influencer d'autres choses qui causent les problèmes rénaux. Mais est-ce que ça endommage les reins sur le long terme? Non. Et selon la littérature, il n'y a aucun lien. Les produits à base de THC et de CBD ont démontré des bénéfices pour une grande population. Par exemple, les patients en dialyse, ils ont le syndrome des jambes porposantes, ils ont des problèmes d'insomnie et aussi d'appétit. Je leur ai parlé sur l'utilisation du CBD dans ce cas, parce que ça traite tous ces symptômes d'un coup. Qui ont été testés. Il y a pas beaucoup de données scientifiques, mais c'est des choses qui devraient être examinées et les études futures devraient étudier ça. Plutôt que de le mettre de côté, comme la société a fait pendant 50 ans, disant que c'est pas bon. Mais là, tout le monde veut regarder ça et en tant que thérapie possible. Mais ça peut être aidant pour certaines personnes. Donc, j'ai une question pour Sean. Sean, quelle est l'importance de la recherche en tant que patient dans le monde de la recherche? Une petite anomalie, parce que j'ai travaillé dans le domaine et je suis dirigeant d'un institut de recherche ici à la J'ai toujours le conflit parce que je veux que la recherche avance, parce que je travaille dans le domaine. Mais comme j'ai dit plus tôt, parlant des inhibiteurs de SBL2, on ne peut pas étudier les thérapies sans impliquer les patients. Tout le monde a une question concernant l'utilisation, par exemple, de la marijuana avec les patients ou avec la greffe. C'est un groupe distinct. Et si nous explorons ça seulement avec les participants qui sont volontaires et ça, parfois, les patients ne sont pas prêts à être en maison vers un traitement ou un drug qui est de placebo jusqu'à la fin de l'étude. Donc, je crois que c'est extrêmement important parce que chacun de nous, nous sommes tous des cas de test pour la prochaine génération. Nous apprenons. Chacun de nous a des patients. Nous avons chacun notre background, notre mode de vie, nos propres habitudes. Je pense que c'est important. L'autre chose qui est importante, surtout en sortant de la pandémie, c'est du côté qualité aussi. Désolé, Charles, j'ai manqué votre présentation de la dernière session, mais probablement vous avez ici. Il faut toujours penser à la santé mentale. Il y a une tonne de recherche qui se fait maintenant sur la santé mentale et tous ceux qui font un parcours pour la santé rénale, on a une tonne de choses. Je sais que plusieurs se sont joints ici pour en apprendre parce que c'est tout dans votre parcours, mais à chaque fois que nous passons par une nouvelle transition, par exemple l'échec d'une greffe jusqu'à l'hémodialyse, que je fais depuis 45 ans, je suis revenu à la greffe et toutes les petites transitions le long de mon parcours, je pense que nous devons savoir. Est-ce qu'il faut examiner l'anxiété et le suicide et tous les défis dans la population? Et aussi les meilleures thérapies, les meilleurs médicaments, les groupes de mentorat. On peut juste s'améliorer pour la génération passée. J'ai 53 ans maintenant.
Je ne suis pas rendu à la fin de ma vie, mais j'ai pu parler à une conférence, un camp pour les enfants gratuits l'automne dernier. Et pour moi, j'ai réfléchi beaucoup quand j'ai vu les enfants qui commencent leur parcours, et les parents et les aides-soignants qui font partie, et voir que eux aussi, qui prenaient soin d'eux-mêmes très différemment. Mais nous en savons plus maintenant. On a les gens académiques. Y a-t-il de la recherche qui a été faite auprès des régimes alimentaires avec la maladie rénale chronique et la fonction rénale? Bonne question. Je vais commencer par dire que, en général, les végétariens sont en meilleure santé que les non-végétariens. Pourquoi? On sait. Mais ils ont moins d'incidence de maladies cardiaques et de certains cancers. Donc, pour le côté végétarien. Et nous recommandons en général que les patients qui ont la maladie rénale chronique de ne pas prendre de protéines. Et ça, c'est vieux, ça, c'est désuet. Les gens qui ont la maladie rénale chronique, parce qu'il y a plus de fuite protéinique et ça cause des problèmes aux reins avec le temps. Mais avant, on limitait la protéine. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Les patients perdaient la masse musculaire et c'était beaucoup pire pour eux que le petit effet. Donc, on le recommande. Nous ne limitons pas l'apport protéinique de personnes, que ce soit la protéine animale ou végétale. Donc, en tant qu'effet direct sur les humains, on va dire que le régime végétarien est meilleur. Mais la qualité des données, comme je mentionnais, les études alimentaires, les données ne sont pas les très bonnes, malheureusement. Merci, Dr. Pour avoir répondu aux questions. Voici une autre fonction rénale est-elle affectée par des hydromorphines? La raison pourquoi les patients reçoivent ça, en plus de la morphine, c'est parce que les composants la personne qui l'hydromorphone n'a pas cet effet. Donc, merci. Merci. J'ai bien aimé votre session, la présentation. Maintenant, je vais demander à Kerry de prendre la parole. Merci. Je voulais prendre un moment pour vous remercier, Dr. Soud et Charles, pour votre expertise, vos perspectives. Nous avons appris beaucoup. Vous avez un excellent outil de prédiction que vous avez partagé avec nous, et sachant que l'impact de la sensibilisation pour les patients adultes, même si les jeunes adultes qui démontrent les premiers signes, nous avons tous trouvé des choses à retenir dans votre session. Voici la conclusion de la dernière session de notre forum virtuel. Nous vous invitons à nous joindre pour les derniers commentaires. On va pouvoir